Bonjour. Alors cette chaîne c'est aussi une thérapie. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet auquel je réfléchis. Et parce que c'est à la mode. Voilà, j'y réfléchis parce que c'est à la mode. Mais en fait c'est pas très intéressant. C'est les choux fins. Mais évidemment comme cette chaîne est une chaîne à usage unique, où on parle de zététique. Attendez, j'essaye de trouver un cadrage qui me satisfera. Et qui vous satisfera, et qui me permettra de marcher sans regarder le téléphone. Voilà, donc on va parler des choux fins, et parce que les gens en parlent, et parce que cette chaîne à usage unique parle de zététique, de pseudo-scepticisme et d'ingénierie sociale engendrée par des cartels industriels criminels, hypothéquant le bien commun et la santé publique au profit d'intérêts privés. Et bon bah voilà, enfin vous avez déjà compris, parce que le chou fin est un athée matérialiste, fan de la tronche en biais, d'Astronogeek, de toutes les chaînes de soi-disant vulgarisation scientifique, qui en réalité, parfois même sans s'en rendre compte, de la part de leurs créateurs, sont des vecteurs de désinformation au profit des cartels et des industries précédemment décrits. Et je voyais des posts sur Twitter aujourd'hui, et des gens qui disaient bah oui, non, mais de toute façon le chou fin ça a toujours existé, ça a été, enfin voilà, c'est le gars fan de Warhammer qui boit des bières et qui écoute du métal, ça n'a rien de nouveau. Alors je m'inscris en faux, parce que moi-même étant été un chou fin dans les années 90, je connais parfaitement le sujet, je connais très bien le problème, et j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire sur les choux fins. Alors le chou fin, il faut comprendre que qu'il n'est pas très loin de l'incel. En fait, à l'époque, le chou fin et l'incel étaient confondus. Mais c'était la bonne époque, avant que tout soit mélangé et que tout soit indistinct, et qu'on puisse être tout à la fois. Comme par exemple, aujourd'hui, on peut être une femme et jouer aux jeux vidéo. Mais ça c'est absurde. Enfin, c'est pas absurde, puisque c'est réel, et ce qui est réel est rationnel. C'est la seule phrase de philosophie que je connaisse, je crois. Et donc le chou fin, dans les années 80-90, bah, c'était un incel, quoi, par la force des choses. Parce que, regardez-le, cet abruti, il joue aux jeux vidéo. Et il y a un mème très très drôle sur 4chan. Mais c'est bon, c'est déjà un mème qui date d'il y a une dizaine d'années. Donc, ce qu'ils disent, ça passait de, je sais pas, d'année en année, ou plutôt on va dire tous les 2-3 ans. Genre 1975, ah quel loser, il joue aux jeux vidéo, 1978, enfin voilà, toujours de la part des jugements féminins sur les garçons, et jusqu'au on va dire au milieu des années 2000, où là en fait voilà, le même ça devenait ah trop bien, je joue à Mario Kart, je suis trop une gameuse. Donc c'était voilà, c'était un mème de joueurs de jeux vidéo rageux qui voyaient qu'en fait la femme venait l'embêter, non plus jusque dans ses pensées, mais aussi dans le réel. Aussi dans le réel. Je sais pas où je vais. Est-ce que je suis en train de me perdre? Non, je suis sur la bonne voie, la voie lactelle. Et voilà, donc le chou fin de l'époque, le geek incelleux, ou l'incel geekeux, bah il était tranquille, il jouait aux jeux vidéo, il jouait à Wing Commander, à Ultima 7, et puis personne le faisait chier. Sa maman lui faisait des bâtonnets de poulet ou de colin réchauffés au four, et puis il était content, c'était la belle vie. Mais et les femmes se moquaient de lui parce qu'il jouait aux jeux vidéo. Plutôt que, qu'est-ce qu'on faisait dans les années 80-90, plutôt qu'aller prendre de l'ecstasy et danser sur de la house music dans des hangars. Je sais pas quel est, enfin ouais, bon, non, mais de toute façon tout est bon, tout est profitable, tout est une leçon. Bref, et dans les années 2000, donc les femmes se sont mis à jouer aux jeux vidéo,
Et c'est trop des gameuses. Je suis trop une geek. J'ai joué à Mario Kart jusqu'à minuit et quart. Mon Dieu, je suis une geek gameuse, voilà. Et enfin, ça a créé des torrents de. Vous vous rendez pas compte de la force psychique déployée de rage, qui a été engendrée par la rage des incels, peu à peu, parce que non contentes de venir jouer aux jeux vidéo des garçons, il y a une certaine idéologie qui est. Les femmes ont été vecteurs d'une idéologie malgré elle, qui a été l'idéologie wokiste, et c'est pour ça que tous les jeux vidéo aujourd'hui sont complètement catastrophiques. La plupart, on va dire tous, faisons une généralité. Ils sont très mal écrits, bon ça c'est une autre raison, mais en tout cas, il y a eu des scandales dans le monde du jeu vidéo. Enfin, on parle pas de scandale, on parle d'affront. Regardez la série des Dragon Age, mais excusez-moi, je pars dans tous les sens. Regardez la série des Dragon Age, c'est devenu terriblement woke. La propagande wokiste, elle s'est infiltrée partout, pas que dans le milieu du jeu vidéo. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'incel, avant qu'on faisait pas chier, on l'a socialisé de force. Donc parce que les femmes sont venues jouer aux jeux vidéo, et parce que l'idéologie dominante, donc de l'inclusivité et de tous, tout est pareil, on est tous égaux, et aussi passer par là. Cette idéologie, c'est aussi une façon de faire payer aux Occidentaux le patriarcat et la colonisation, mais de leur faire payer, mais en fait justement pour que on socialise les pertes et on privatise les profits. Donc les gens qui en ont profité, ils continuent à en profiter. En plus, ils se foutent de notre gueule en nous imposant de la repentance sur des sujets qui par ailleurs, qui mériteraient bien autre chose que cette mascarade grotesque. La réalité du patriarcat, la réalité des crimes coloniaux, tout ça, ce sont des réalités. C'est pas discutable. Mais par contre, ça devient grotesque. Ça devient des sujets de rigolade quand dans le cinéma, ça aussi c'est des blagues qui datent d'il y a une dizaine d'années. C'est par exemple, une fausse présentation de film. Cet hiver, Hector de Troie sera, un acteur noir, Wesley Snipes sera Achille ou Hector. Enfin bref, vous voyez le genre. Et que est-ce qu'on en était ? Donc, oui, toute la culture geek, la culture du chouffin. En fait, le chouffin, avant, c'était un incel. Maintenant, le chouffin, il est ultra socialisé, puisqu'il il véhicule plus ou moins malgré lui de l'idéologie dominante, de l'inclusivité et de l'égalité. Et puis en plus, maintenant, le chouffin, il peut avoir des relations sexuelles, quoi. Il y a des geeks femmes, il y a des geeks femelles. Donc les geeks mâles peuvent enfin s'accoupler. Je suis pas sûr qu'ils y gagnent au change, mais bon, pourquoi pas. Il faut de tout pour faire un monde. Donc c'est pour ça que le chouffin actuel, c'est pas un chouffin des années 90. Le chouffin des années 90, effectivement, il buvait de la bière, il écoutait du métal, il jouait aux jeux vidéo, il lisait de mauvais romans d'heroic fantasy. Chose que fait le chouffin moderne. Et avec plus de dégâts, je pense, et avec moins de bonheur, parce que les produits de consommation culturelle à destination des geeks et des chouffins sont vraiment d'un très bas niveau aujourd'hui, à tous les plans, sur le plan de l'imaginaire, même sur le plan de la réalisation technique. Bref. Et les seuls qui sont, où ça marche encore, je pense un peu, c'est Nintendo quand même. Ils ont une certaine philosophie et ils se permettent pas de faire du mauvais divertissement vidéoludique. Donc oui, voilà le chouffin moderne. Non, et puis le rapport avec tout ce qui est pseudo-scepticisme et zététique. Donc c'est que le chouffin moderne, vous avez vu, moi je fais que des vidéos en pente. Comme ça vous vous dites, merde, putain, il a du souffle pour marcher comme ça dans la montagne et raconter autant de conneries.
Ah non, là je suis sur une pente à 8%, donc tout va bien. Par contre à l'aller c'était un peu moins rigolo. Oui, donc le chou fin moderne qui est un vecteur d'idéologie, pourquoi il serait pas un vecteur d'une idéologie encore plus importante que celle des politiques? Enfin, non, enfin c'est peut-être au même niveau d'importance parce que là c'est juste pour, là c'est plus sur un aspect on va dire de profit. Tandis que le truc de wokisme, d'inclusivité, d'égalité et de fausse repentance, ça c'est peut-être des questions plus fondamentales, c'est-à-dire de sécurité, de stabilité des pays. Enfin voilà, fournir de la révolte en carton, de la révolte en conserve, qui mettent rien en danger surtout, et qui rendent les causes qu'elle met en avant complètement inaudibles parce que grotesques, parce que présentées de façon grotesque par des gens grotesques. Donc oui, tout ce qui est je sais pas, les idées des Lumières, non, c'est beaucoup plus, je sais pas. Bref, oui, alors que tout le truc qui est des industries, enfin en gros la pharma, la biotech, l'agro-industrie, ça c'est des questions de profit, quoi. C'est-à-dire que c'est juste des cartels industriels qui n'ont pas trop envie de voir leur part de marché rognée, donc qui s'amusent à faire de l'ingénierie sociale pour que au travers d'influenceurs sur les réseaux qui vont dire non mais le glyphosate, il n'y a pas de souci, les pesticides, ah bah, il en faut, sinon il n'y a rien qui pousse, le vaccin, allez-y, sans problème, sûr et efficace, autant de doses, même faites des panachés, mélangez du Pfizer et du Moderna, c'est encore mieux. Et puis tout ce qui est médecine douce, non, s'il faut pas y aller, ça marche pas, c'est dangereux, ça tue. Voilà, le truc préféré des pervers et des manipulateurs tarés, c'est d'accuser autrui de ses propres méfaits. Et donc, pourquoi le chou fin est un vecteur de cette idéologie-là? C'est assez marrant parce que du coup, le chou fin qui passe sa vie à lire des mauvais romans d'heroic fantasy et de science-fiction et à se délecter de séries toutes plus pourries les unes que les autres, en fait, il baigne constamment dans un imaginaire heroic fantasy et science-fiction, comme l'a très justement fait remarquer Guillaume de la Voix du Phénix. Mais en fait, ça c'était dès le début, quoi. C'est parce qu'en fait, le public geek a été récupéré justement par cette ingénierie sociale. Pourquoi est-ce qu'il a été récupéré? Parce que, si vous voyez ce qui se passait, on va dire, depuis l'après-seconde guerre mondiale, où les courants sceptiques et rationalistes ont commencé à être justement infiltrés par des intérêts industriels. Au début, les gars, c'était de l'éducation populaire, c'était un refus catégorique des fascismes, c'était vraiment ils voulaient vraiment faire de la vulgarisation scientifique, et ils avaient, c'était des bouffeurs de curés, ils avaient une haine passionnée de tout ce qui touche à la métaphysique et à l'invisible, ce qui peut se comprendre, parce que les fascismes du XXe siècle, le national-socialisme était très porté sur la chose, sur la métaphysique, l'occultisme et l'invisible, en gros, pour la métaphysique, pas au sens de religion, quoique. On va dire que il y avait un espèce de courant spirituel dans le national-socialisme. Ça veut pas dire que c'était bien, hein. Même chose pour le... je connais pas du tout, mais je pense que c'est un peu la même chose pour l'Italie fasciste, sauf que les Italiens sont peut-être un peu plus... comme étant latins et pas saxons, ils étaient peut-être un peu moins sérieux. Bref, mais en tout cas, ce qui fait qu'après-guerre, tous les communistes et tout... en plus, le communisme... en plus, c'était des mouvements communistes qui étaient liés avec le communisme, qui est parfaitement athée et matérialiste. Donc ces gens, pour tout un tas de raisons, étaient athées et matérialistes. Et ça, c'était la porte d'entrée de l'ingénierie sociale, des industries agrochimiques et pharmaceutiques dans les mouvements rationalistes. Parce que les méthodes et produits qui pourraient concurrencer rogner les parts de marché de ces cartels fonctionnent de façon, pour l'instant, encore scientifiquement incompréhensible.
Ce qui permet de dire, ah bah c'est pas scientifiquement prouvé, non, c'est l'effet placebo, ça n'existe pas, blablabla. Et du coup, comme ces phénomènes, bah c'est aussi des phénomènes en lien avec le vivant, évidemment, directement, son traitement, sa guérison, son organisation, bah forcément, la passerelle est évidente avec tout ce qui est religieux et spirituel. Et du coup, le matérialisme athée, c'est très très bien pour... le matérialiste athée est un très très bon vecteur d'ingénierie sociale Monsanto Pfizer bien ficelé, on va dire. Où est-ce que j'en étais? Et donc, le rapport avec le chou-fin. Donc, le chou-fin qui est un geek qui est un geek incel à la base. Pourquoi est-ce qu'il il vit constamment dans un imaginaire heroic fantasy et science-fiction alors qu'en fait il est athée matérialiste et il est fan d'Alexandre Astier et de la tronche en biais. Ben, c'est une bonne question. Et je pense que en fait oui non si la réponse est assez évidente. Vous avez vu toute cette belle nature. Moi je pense qu'il faudrait plutôt bétonner tout ça, mettre des serres hermétiques et faire pousser des légumes au début sur des substrats minéraux avec des intrants issus de la pétrochimie. C'est quand même beaucoup mieux. Donc le geek incel, alors voilà, l'ingénierie sociale, agrochimie, des biotech, a été déjà dans les mouvements rationalistes et sceptiques depuis, on va dire, les années 70, peut-être même avant. Hein. Et alors pourquoi est-ce que le geek incel est devenu aussi lui un vecteur de cette ingénierie sociale? C'est parce que le geek incel en fait, dès qu'il est apparu Internet, en fait il s'est jeté dessus comme la pauvreté sur le monde. Et ça lui a permis même d'avoir une vie sociale, avoir une vie sexuelle, que dire d'une vie sentimentale, avec d'autres geek incel femelles, qui n'étaient pas encore des gamer girls. Et donc, alors, de la même façon que l'ingénierie sociale, agrochimie, pharma, biotech, elle va chercher partout des gens qui vont être... ou même ça se passe spontanément, mais en tout cas, avant, c'était les mouvements rationalistes sceptiques, les universités. Voilà, c'est pour ça que le malheureux Thomas Durand... qu'est-ce qui est mieux, qu'il soit influenceur en ligne pour des cartels industriels criminels ou qu'il écrive de la mauvaise heroic fantasy? Le problème, c'est qu'il fait les deux. Mais peut-être qu'il n'aurait pas fait subir au monde ses romans si on ne l'avait pas non plus engagé comme influenceur, parce que je sais pas comment il s'est fait éditer, mais bon bref. Donc ça se passe beaucoup dans les universités, vous voyez dans les... maintenant le site a été remanié, mais il y a quelques années sur l'AFIS, il y avait quand même des références, comme source, des fois il y avait des blogs des années 2000, puis on voyait que c'était des blogs d'étudiants en biologie, et donc ont été approchés par cette association dans le cadre de leurs études, comme ça très certainement été le cas de Thomas Durand et de tant d'autres. Après, de tant d'autres dans le milieu des influenceurs de la zététique, pas forcément, en tout cas pas ceux connus, parce qu'on voit quand même que c'est un peu ils sont pas très finaux, et ça va plutôt être des gens qui viennent de l'image, de la comédie. Alors après je boucle sur ceux que j'ai identifiés il y a quelques années. Donc Samuel Buisseret, qui est un vidéaste et un monteur, et un réalisateur et un comédien, tout ça à la fois. Samuel Buisseret est un véritable couteau suisse, mais c'est pas quelqu'un qui a fait des études scientifiques, astronomiques non plus. Un Mondrian, qui est maintenant devenu un influenceur de gauche woke, lui aussi c'était un comédien, mais ça lui a pas empêché de faire 1000 vidéos sur le glyphosate.
et sur les médecines dites alternatives. Et donc le rapport avec les choux-fins, c'est que le chou-fin, de toute façon, mécaniquement, c'est son destin de passer sa vie sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est son destin de passer sa vie devant un ordinateur. C'est son destin de... Et donc quand l'ordinateur est connecté au réseau mondial, et c'est son destin de passer sa vie sur le réseau mondial. Appelé Internet, l'internois. Et REP le badoc. C'était un très bon terme ça, l'internois. Je ferme l'internois. Il fait orage. Je ferme l'internois. Très très bon. REP. Et donc vu que le chou-fin, il passe sa vie sur Internet, et qu'Internet est une toile où on s'englue, et un vecteur d'ingénierie sociale formidable, il était logique que le chou-fin soit pris pour cible. Je pense que je suis complètement perdu. Ah non, faut suivre la rivière. Ou alors regardez, où est-ce que je peux aller? Voilà, dans un livre dont vous êtes le héros, vous auriez le choix entre aller à droite, sous les frondaisons, ou aller tout droit, vous enfoncer dans la forêt noire, ou suivre le ruisseau qui chante. On va suivre le ruisseau qui chante. Mais je pense que c'est pas non plus arrivé comme ça par hasard. Parce que dès le début, en fait, les référents culturels des influenceurs du pseudo-scepticisme, ça a tout de suite été Star Wars, Star Trek, haha, regardez, je me lève à 9h le dimanche pour faire des Lego Star Wars, c'est trop bien. Donc dès le départ, je pense que comme ce sont des êtres médiocres, ils ont aussi des loisirs médiocres. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils fassent des Lego Star Wars à 35 ans. Ou qu'ils lisent de la mauvaise heroic fantasy, ou qu'ils regardent des séries calamiteuses, d'accablantes science-fiction. Mais je pense qu'on les a encouragés, parce qu'il y a des petits malins qui se disent pour séduire un public, il ne faut pas simplement parler de leur dire regardez dans les études publiées par l'industrie pharmaceutique, dans les études financées par l'industrie pharmaceutique, publiées dans des revues appartenant à l'industrie pharmaceutique, de par les publicités, il est dit que non, les pesticides c'est pas grave, et puis que les médecines alternatives ça marche pas. Donc ça on peut le seriner, on peut le bassiner, mais il faut pas dire que ça. Donc ils disent autre chose, et cette autre chose, c'est la façon dont ils ferment le client, ça en paraissant trop sympa et conviviaux, et ça passe pas justement par dire du bien de Monsanto ou de Pfizer, ça passe par dire qu'on fait des Lego Star Wars et qu'en fait on est comme vous, quoi. One of us, un des nôtres. Et donc l'influenceur biotech, il est un des vôtres ou un des nôtres, parce que voilà, il fait des Lego Star Wars, il adore les films Star Wars. Où est-ce que je suis? Je vois très bien où je suis. C'est pas mal, je vais retourner sur le... J'ai pas fini cette vidéo, elle fait que 23 minutes. Je pense que je peux bien encore parler pendant 40, mais non, ça risque de... ça va bientôt finir, je pense. Et donc voilà, oui, le cœur, de toute façon, le cœur des cibles des zététiciens, c'est les 12-25 ans. Donc c'est en plein l'âge où on est un jeune idiot consommateur de produits culturels vérolés. En tout cas, c'est comme ça que sont les choux-fins aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même une catégorie, je sais pas comment il faudrait les appeler, mais je me souviens, dans les années 80-90, on était un geek, et d'ailleurs on pouvait très bien réussir dans la vie en étant un geek et un incel. Mais il y avait peu de gens, les gens qui se déclaraient en rupture avec le système, ils le faisaient de façon brutale et pas très prévoyante, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, il y a toujours le geek incel est beaucoup moins incel,
il est encore mieux socialement intégré, il peut très bien réussir sa vie, sur le plan, enfin je veux dire en fonction des catégories enfin des critères de la société. Donc il existe toujours lui, mais en plus il y a quand même une nouvelle catégorie de jeunes, on va dire des gens qui ont un peu moins de la moitié de la trentaine, qui sont dans une saine réaction, mais qui foutent pas leur vie en l'air pour autant, et qui ont plutôt envie de faire des choses dans des circuits parallèles, proposer d'autres idéologies, d'autres portes de sortie que l'auto-annihilation. Donc on pense par exemple, où est-ce que je viens? Oui, de là. On pense par exemple à l'atelier Missor ou à des choses comme ça. Alors évidemment ça a un côté un peu grotesque peut-être, mais ce qu'ils font c'est très bien. Sinon c'est un peu du tout. Non mais c'est très très bien, c'est du théâtre. C'est marrant, ils se fendent la gueule. Je pense que leurs détracteurs seraient enchantés de pouvoir passer une journée des gens de l'atelier Missor quand les choses, on va dire, se passent plutôt bien. Mais bref, et pourquoi encore cette digression? Oui, enfin voilà, il y a une nouvelle catégorie de jeunes, alors qu'avant, voilà, ça c'était des gens qui ont pris trop d'exta et qui se sont détruits. Soit c'était des normies, soit des geeks incels qui avaient une vie en général pas du tout. Enfin, ils étaient pas socialement insérés, mais ils avaient un travail ou quoi que j'ai des conneries, parce que on voit quand même sur JVC des gens qui ont un certain âge et qui ont toujours été, qui n'ont pas vraiment travaillé. J'en sais quelque chose. Et moi j'ai eu de la chance, je pouvais me le permettre. Enfin, on pouvait me le permettre plus exactement. Mais il y en a qui ont eu des vies de merde et qui sont restés chez leur père. Enfin voilà, je pense qu'il y a les OG de l'incélisme qui ont aujourd'hui la cinquantaine, qui vivent peut-être encore chez leurs parents et qui jouent encore à des jeux vidéo parce que je sais pas, parce qu'on n'a pas la mentalité japonaise pour devenir vraiment des hikikomori. Donc l'espèce de gars qui craque et à un moment ils consomment plus rien, plus aucun produit culturel, ils regardent leur mur. Donc ils deviennent des méditants après avoir épuisé le loisir virtuel. Voilà, là ça monte, je ferme ma gueule. Et donc ouais, ces influenceurs des biotech, naturellement étaient un peu geeks. Et je pense qu'on leur a demandé de forcer le trait pour conquérir du public. Et voici pourquoi le chou-fin moderne. Donc le chou-fin moderne, c'est l'athée militant qui se moque acidement des choses qu'il ne comprend pas. Enfin, c'est même pas une question de comprendre. C'est il se moque de choses desquelles il connaît rien en fait. Il s'est pas cultivé sur ces sujets autrement qu'en regardant des vidéos d'influenceurs YouTube. Et il est flatté dans sa médiocrité, tant au niveau des produits culturels qu'il consomme que des réflexions qu'il élabore. Parce que comme on ne peut pas penser dans le vide,
la façon dont le geek chouffin, dont le chouffin réfléchit, c'est fatalement le produit de tout ce qu'il consomme au niveau de la réflexion. Et comme il consomme uniquement des vidéos YouTube d'influenceurs biotech pour asseoir ses pensées, bah il en ressort ça. Caca in, caca out, gigot, garbage in, garbage out. Voilà, c'est le chouffin. Et je suis essoufflé. Mais il n'a pas de chance en plus. Parce que comme je le disais précédemment, tous ces produits culturels de l'imaginaire, science-fiction, fantasy sont devenus sont immensément médiocres. Immensément médiocres. Immensément minables, ça sera encore plus drôle. Alors ça, c'est pas très dur, c'est pas très difficile à comprendre. C'est que dans les années, enfin bon, tout ce qui est imaginaire, science-fiction, fantasy, ça date pas de la fin du XXe siècle. C'est ça a quand même, on va dire, 2 siècles. En fait, j'en sais rien. Donc je vais me taire. Mais c'est pas nouveau. Et ça a commencé à prendre certaines lettres de noblesse après-guerre. Enfin certaines, j'en sais rien d'ailleurs, même peut-être que les auteurs de science-fiction qu'on connaît, Asimov, Von Vogt, tout ça, je sais pas combien ils ont vendu, mais peut-être que en fait, c'était très très... Enfin... Je sais pas. Par contre, je sais qu'il y a des travaux d'universitaires et qu'il n'y en a pas qu'une poignée sur tout ce qui est roman de science-fiction, de fantasy, de l'imaginaire. Donc eux, ils ont dû vraiment réfléchir, enfin je suis sûr qu'ils ont réfléchi à toutes ces questions-là. Ils ont dit ils ont pu déterminer les époques, quand c'était considéré comme un sous-genre, ou quand ça a commencé à être popularisé plus, c'est-à-dire ah oui non franchement c'est pas mal, et c'est accessible, ou popularisé moins, genre ah c'est du roman de gare. Je sais pas. Mais ce qui s'est passé, ce que je sais, ce qui s'est passé, c'est que les trucs, les délires à la Donjons et Dragons, ça vient pas de... Ça vient de Tolkien et tout ça, ça vient quand même de grands écrivains, la science-fiction, il y a des très grands auteurs. Aussi bien enfin voilà, dans ces deux domaines, dans l'imaginaire, il y a des très grands auteurs. Excusez-moi, je vais boire un coup. À votre santé. Machallah, quel plaisir. Ah zut, j'ai oublié de dire bismillah. Voilà, je me suis désaltéré. Oui, alors donc, les produits culturels n'étant pas des livres ou des films, des produits, enfin donc des jeux, ont commencé dans les années 70 à évidemment à se baser sur ce qui est du domaine de... Enfin pourquoi évidemment, c'est parce c'était des jeux qui pouvaient être... qui pouvaient présenter des univers, et c'était pas simplement des jeux basés sur de la mécanique ou des règles, comme les jeux de cartes, les échecs, les dames, le go, le mahjong, tout ça des jeux en fait où... alors après on pouvait imaginer des histoires autour, mais ces jeux de société étaient plus basés sur l'élaboration de règles, enfin sur la mise en pratique de règles permettant de
de développer des stratégies, pour être un peu moins con et puis pour passer le temps aussi. Et mais bon voilà, il y avait des contraintes matérielles. Et alors que dans ce qui est jeux vidéo et jeux de rôle, genre Donjons et Dragons, et là il y a les contraintes matérielles, elles disparaissent. Enfin au début dans le jeu vidéo, il y en avait parce que voilà, les ordinateurs n'étaient pas aussi performants. Maintenant il n'y en a pratiquement plus. À part pour le jeu en réseau. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu de rôle et le jeu vidéo, donc la ludicité, permet forcément, enfin ce genre de ludicité permet de développer des univers. Et ces univers, moi, on va pas s'inspirer du monde réel, quoique il y a des jeux qui le font. Mais en général, ça marche pas du tout. Enfin, si, il y a les Sims, mais les Sims, enfin voilà, justement, même les Sims ont rapidement fait des extensions avec les zombies, les extraterrestres, les fantômes, voilà tout ça. Donc ils ont même pas réussi à faire un jeu où il n'y a pas de trucs issus des mondes de l'imaginaire qui fassent irruption. Et alors je crois que dans le jeu de rôle, il y a eu certaines tentatives un peu parodiques. Je crois que comme pour parodier le Donjon et Dragon, c'était D&D, et des anglo-saxons qui avaient fait PNP, Papers and Paycheck, donc les documents administratifs et le salaire. Mais voilà, mais c'était juste, enfin voilà, c'est pour rigoler, donc ils font une partie, je sais pas, qui dure 45 minutes, où ils mettent en scène, je sais pas, le divorce d'un des joueurs ou des trucs comme ça. Mais je pense que les parties les plus drôles d'ailleurs, c'était celles où c'est vraiment resté où l'univers était vraiment cantonné au monde réel et il n'y avait rien qui dépassait. Tandis que très rapidement, je pense que d'immondes geeks incels se sont amusés à mettre des chevaliers, des dragons et le capitaine Kirk dans ce qui au début était simplement voilà, un pastiche de la réalité. Et donc dans le domaine de la ludicité moderne, donc jeux vidéo et jeux de rôle, parce que le jeu de rôle, je sais pas, enfin, est-ce que dans les temps jadis, les gens s'amusaient à faire des jeux de rôle? Enfin non, peut-être non, enfin, ce qui se passait aussi, c'était avant, je crois que c'est... Qui parlait de ça? C'était Marcel Mauss, je crois, qui parlait de la persona, donc il disait que, en gros, dans les sociétés, dans les temps jadis, enfin en tout cas dans les sociétés traditionnelles, les gens ils avaient une fonction sociale, voilà, ils étaient une personne, un masque, une persona, et ils remplissaient un rôle social. Donc en fait il y avait un jeu pas théâtral, mais enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas, et je vais pas développer, mais ils incarnaient quelque chose. Et puis l'homme moderne, depuis les Lumières, mesure de toute chose. En fait il incarne ce qu'il veut. S'il veut être un monte-escalier, il sera un monte-escalier. Et du coup peut-être ça a entraîné le besoin de vivre un rôle. Je sais pas, enfin c'est très difficile à. Je sais, c'est pas très facile à expliquer, et puis essayer de trouver une cause, ça je sais pas. Ou c'est aussi parce que. Enfin oui, ça c'est une tarte à la crème, mais c'est sans doute très vrai. C'est que il n'y a plus rien d'héroïque dans la vie de l'humain moderne. Et il a envie de s'inventer des histoires pour se sentir un peu exalté. Je sais pas, peut-être que le neurone miroir est activé dans les parties de jeux de rôle, je sais pas. Je sais pas où je vais non plus. Je pense que je suis reparti vers le mont. Donc on va faire demi-tour. Et du coup,
Et ben ces univers ludiques, ils s'inspiraient de la littérature de l'imaginaire. Donc science-fiction et heroic fantasy. Ok, très bien. Dans les années 70, ça marche bien. Sauf évidemment pour les jeux vidéo, parce que voilà, les premiers RPG sur des ordinateurs à 64 kilo-octets de mémoire, c'était un peu compliqué. Mais ça commençait déjà. Et bah, par exemple, la série des Ultima, écrite par Richard Garriott, bah, enfin les premiers, il a fait un effort d'écrire en vieil anglais. C'est un peu shakespearien. Après, c'est pas de la grande littérature, mais au moins c'est des formes de vieil anglais, quoi. Et c'est assez captivant. Et puis l'histoire est bien, les personnages ont quand même, sont pas. Enfin voilà, en gros, les dialogues sont bien, les textes sont bien rédigés, l'histoire est sympa, tout va bien. Pour les jeux de rôle, pareil, les scénarios étaient carrés, enfin voilà, c'était pas grotesque. Et donc ça, dans 70-80, on va dire. 90, bah, il y avait déjà une génération qui s'était passée. Donc les jeunes qui commençaient à faire des jeux vidéo, du jeu de rôle et à écrire, pour ceux qui avaient envie d'écrire, bah, en fait ils s'inspiraient de l'imaginaire de la génération précédente. Alors évidemment ils connaissaient encore leurs classiques, Tolkien, Asimov, Von Vogt, classique fantasy, qui a d'autres, je sais pas, Lord Dunsany, enfin voilà, des trucs comme ça. La littérature fantastique française, pour les Français ou même pour les étrangers, je ne sais pas si ça a été traduit. Mais voilà, donc c'était encore de la bonne qualité. Après, la génération qui est venue, bah, en fait vous voyez ce qui se passe, c'est que peu à peu, bah, ça se dilue. Et c'est de moins en moins fort. Enfin, cet imaginaire est de moins en moins fort. Et donc dans les années 2000-2010, bah, ils consommaient de plus en plus de produits qui s'étaient inspirés des générations précédentes, mais qui étaient déjà moins bons que ceux des générations précédentes. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a du chou fin qui lit même pas Tolkien parce qu'il se dit ah ben non, c'est trop compliqué. Ouh là là, la flemme. Non, je vais plutôt regarder la série Amazon, et ça sera tout aussi bien. Et vous voyez pourquoi les produits culturels issus des mondes de l'imaginaire sont de plus en plus mauvais. Mais quand je dis mauvais, c'est le mot est faible. Et ce qui est terrible, c'est que les gens, même des gens d'un certain âge, trouvent que non, c'est pas mal. Genre les Dragon Age, même le 1, il est pouilleux, hein, et c'est horrible. C'est horrible. Le seul qui était pas mal dans les trucs BioWare, on va dire, ces dernières décennies, c'est Mass Effect. Le premier est vraiment bien. Il est vraiment épique. Après, les autres sont pas terribles. Le 2 est moyen et le 3 est vraiment mauvais. Mais Dragon Age, non, c'est pas possible. Rock Trader, là, qui est censé être un chef-d'œuvre, c'est hyper mal écrit. C'est vraiment. Et puis en plus, arriver à mettre du wokisme dans l'univers de Warhammer 40 000. Enfin bon, c'est le Gamergate et le. Enfin voilà, c'est en lien avec la rage incel des années 2010. Quand voilà, on a commencé à dire non mais attendez, il faut que l'univers de Warhammer 40 000 soit plus inclusif. Ça va pas du tout. Donc voilà. Je pense que ça a fait descendre ça a généré beaucoup de colère dans le Warp. Et donc, ces produits culturels aujourd'hui, ils sont mal écrits. Enfin, formellement, ils sont très mauvais. Parce qu'ils sont écrits par des gens qui n'ont pas vraiment de culture classique, ou pas du tout. Des gens qui ont trop pas assez lu. Alors moi je dis ça, je lis rien, donc je peux bien fermer ma gueule. Mais par des gens qui n'ont pas assez lu et qui ont trop regardé de films de plus en plus mauvais.
et de séries qui sont souvent pas terribles. Enfin, c'est pas souvent, c'est, on va dire tout le temps, à faire une généralité. Même The Expanse, qui est censé être faire l'unanimité, bah, les scènes de combat où les vaisseaux s'éventrent à coups de canon, ça c'est bien sympa, mais ça fait pas toute la série, quoi. Les acteurs sont nuls, enfin les dialogues sont pourris, c'est vraiment énervant. Faut vraiment être un putain de no-life pour regarder cette merde. J'ai tout regardé. Ah, magnifique, regardez ces belles murs. Il n'y a pas grand monde qui vient par ici. Ils sont acidulés, j'aime bien. Et donc le chou-fin ou l'amateur d'imaginaire moderne, bah, il est bien gros Jean comme devant. Il est fort mari, enfin il devrait se sentir fort mari, mais il l'est. Il s'en rend pas compte. Et consommer des produits culturels de mauvaise qualité, donc mal écrits, mal branlés, avec des personnages pourris, avec des intrigues complètement débiles, bah ça rend pas intelligent. Et vous allez me dire, mais c'est quand même pas fait pour. Bah, c'est laisser faire. Comme le 11 septembre, c'est laisser faire. Et puis vu qu'on est dans un cycle de fin, dans une fin de cycle plutôt, IN ou AIM, ça marche dans les deux sens, puisque les accélérationnistes veulent que ça redémarre, donc ils veulent tout écraser, enfin ils veulent tout effondrer pour que tout redémarre. Comme les lamas tibétains dont on a soi-disant trouvé les cadavres à Berlin, qui étaient venus pour donner de la force psychique au Troisième Reich, en se disant que c'était le Kalki Avatari, Adolf Hitler, et que si tout s'écroulait, ben, tout allait pouvoir redémarrer plus rapidement. Et donc, comme nous sommes dans une fin de cycle, eh ben, c'est logique que les penchants les plus vils de l'homme, et notamment sa propension à la facilité, soient mis en avant et favorisés. Et c'est pour ça que l'humain moderne, il préfère manger de la merde. Voilà. Donc il pense qu'Alexandre Astier est un grand intellectuel. Il pense que Game of Thrones, c'est vraiment très basé. Il pense que The Expanse, c'est la meilleure série de science-fiction qu'il ait jamais vue. Mais c'est pas nouveau, hein. Enfin c'est pas nouveau, si, enfin la progression de toute façon elle est évidente, mais déjà dans les années 90 c'était pas terrible, hein. Les trucs d'Heroic Fantasy qui faisaient fureur, c'était comment il s'appelait, la roue du temps, Wheel of Time, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment de la merde. Après, je suis un abruti aussi. Peut-être que j'étais pas assez malin ou curieux pour tomber sur les bons trucs. Mais personne ne me fera croire qu'aujourd'hui, parmi toute cette chiasse de produits culturels, il y a quand même des pépites qui surnagent. Même ça, j'y crois pas. Ou alors c'est pas des pépites, c'est des pépites de caca. C'est-à-dire que plutôt que d'être de la courante diarrhée marronasse, c'est des boules de merde. Alors peut-être que c'est des boules de merde bien polies, voilà. Peut-être que c'est des boules de merde luisantes. Et avec le chou-fin, il
il les extrait du coulis de diarrhée, il les nettoie, il leur met de la cire à meubles et il les pose sur ses étagères entre ses figurines Funko Pop, pardon. C'est peut-être ça qui se passe. C'est pour ça qu'il va fièrement exhiber ses coffrets DVD de Camelot, de Game of Thrones, à côté des livres. Et ouais. Bah, c'est une identité. Enfin, de toute façon, tout produit culturel, qu'il soit de bonne ou mauvaise qualité, c'est aussi un socle identitaire ou une encre de personnalité. Dans les deux sens du terme, ça permet d'ancrer une personnalité. Donc ça aide à la définition de ce qu'on est socialement, ou de ce qu'on est de par ses goûts, ses goûts esthétiques. Puis c'est une encre aussi, une encre à écrire, une encre à peindre, une encre à inscrire. Ça ancre sa personnalité, ça déteint sur sa personnalité. Tous ces produits culturels avariés. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux en consommer le meilleur. Par exemple, la grande littérature, la grande musique. Je vais pas dire le grand cinéma parce que le cinéma n'est pas un art. Mais voilà. Tout ce qui est esthétiquement puissant, raffiné. Voilà. Comme une voiture Peugeot. Et ben. Non, enfin bref, après c'est des questions philosophiques. Ce qui est beau. La définition de Kant, elle est pas mal. Je l'ai entendu récemment. C'est l'universel sans concept. Et ça, c'est pas mal du tout comme définition. Je crois que c'est le beau, hein. C'est pas le sublime. Le sublime, c'est autre chose. Mais le beau, c'est l'universel sans concept. C'est-à-dire quelque chose qui est tout de suite parlant. Et on sait pas forcément pourquoi. Et justement, c'est pour ça qu'on peut dire que l'art contemporain, c'est vraiment pas beau, parce que c'est du concept sans universel. C'est-à-dire que c'est des œuvres incompréhensibles, sauf si on lit pas le livret qui les accompagne. Si on ne lit pas le livret qui les accompagne, elles sont incompréhensibles. Le livret fait des dizaines de pages et c'est que du concept bien lourdingue, du verbiage. Et même une fois qu'on a lu ça, on ne sait toujours pas pourquoi l'œuvre a été faite, quoi. Enfin si, on le sait parce que ça permet d'échapper aux impôts. Ça permet de faire de la spéculation sans payer d'impôts. C'est malin. Quelle belle fin de cycle. Et tout ça pour dire... Oui, donc ce qui est beau esthétiquement, dans tous les domaines de réalisation artistique que ce soit, la sculpture, l'écriture, la musique, la peinture, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je connais même pas les 7 arts. Je sais pas, bref, chacun y met ce qu'il veut. Peut-être même la cuisine, non, faut peut-être pas exagérer. Mais tiens, d'ailleurs que la cuisine soit devenue un loisir, enfin la gastronomie, que ça soit devenu un loisir et non pas un loisir raffiné et non pas un excès, c'est peut-être aussi assez parlant aussi. Peut-être assez parlant. Bref. Oui, et au contraire donc des productions artistiques et des produits culturels de mauvaise qualité issus de l'imaginaire vicié des geeks incels et des choux-fins modernes. Consommer ce genre de produits, c'est mauvais pour le corps, pour l'esprit. C'est mauvais pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Pour le mental, pour l'âme et pour l'esprit. Mais le corps et le mental, c'est la même chose, comme disait Spinoza. Est-ce que je me suis perdu? Est-ce que j'ai réussi à me perdre? J'arrête pas de me perdre en ce moment en marchant autour de chez moi. C'est sûr qu'en faisant plus de 5 km, on s'expose à des aventures. Et à l'inverse, donc, consommer de la belle musique,
Après, on va dire, ah bah oui, mais consommer, c'est pas le bon terme, mais je me suis paumé. Si, c'est le bon terme. C'est le bon terme. Il n'y a qu'à voir comment les soi-disant mélomanes, les fans de classique, de jazz, ou pire les musiciens, comment ils se la racontent parce qu'ils écoutent ci ou ça. Et le pire, c'est les critiques. Le pire, c'est les gens qui sont ni mélomanes, ni producteurs, enfin au sens pas de producteur, pas celui qui organise, qui conseille le groupe, mais quelqu'un qui produit, enfin voilà. Ou artiste, on va dire, oui. Enfin, les gens qui sont pas ni mélomanes ni artistes et qui sont critiques, alors ça c'est vraiment c'est catastrophique. Enfin, ça c'est aussi un des signes de la fin des temps. Et parce que ça permet, enfin voilà, de dire ah bah telle œuvre est géniale, ça veut dire que le critique d'art est forcément génial puisqu'il dit que c'est génial. Enfin voilà, vrai reconnaît ce vrai, c'est le génie reconnaît le génie, et puis surtout l'argument de vente c'est bah oui, mais si vous consommez cette œuvre, vous aussi ça veut dire que vous êtes génial. Puis en plus vous allez pouvoir me remercier parce que c'est grâce à moi que vous l'avez découverte. Donc quelque part je suis peut-être plus important que cette œuvre. Il y a un délire comme ça derrière le critique d'art. Et oui, et malgré tout, et bah, consommer des produits de bonne qualité esthétique, et ben c'est meilleur pour le corps mental, le mental, l'âme et l'esprit, que de consommer de la bouillie pour chou fin, quoi. Et encore une fois, autant la bouillie pour Geek Incel, et ben elle était vaguement correcte dans les années 70-80, un peu encore au début des années 90, et puis après c'était finito, pipo, terminadas, terminares, les elfes noirs lesbiennes dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, pourquoi pas. Ça. Bref. Trop bien cette balade. Magnifique. Et donc la différence du chou fin, du geek incel, il y a aussi ça, le style aspect politisation. C'est-à-dire que le geek incel était pas du tout, pas bien socialisé du tout. Et puis souvent la politique, il en avait rien à branler. Alors peut-être il votait parce que il se disait je vais peut-être non je raconte n'importe quoi. Je vais peut-être faire une rencontre au bureau de vote, mais non, ça marche pas comme ça dans la tête des geek incel. Ou alors ils le fantasment mais ils le font pas. Donc je sais même pas s'ils votaient beaucoup. En tout cas, ils étaient pas très bien socialisés, c'est une évidence, alors que le chou fin, lui, il est sursocialisé, puisqu'il passe sa vie sur les réseaux sociaux. Et il est en compagnie d'autres choux fins, et ils font des choufinades ensemble. Ils partagent des choufineries. Et il est très très politisé. C'est-à-dire que le chou fin, il est geek, certes, mais il a un cœur. C'est un geek qui n'est plus un sel et qui a un cœur. C'est-à-dire que le chou fin moderne, et je pense qu'il vote souvent LFI. Je pense qu'il vote souvent et qu'il vote souvent LFI. Alors que le geek incel d'antan, lui, on n'avait rien à branler. Lui, ce qu'il voulait, c'était des jeux vidéo avec des Amazones à moitié à poil qui manient de grandes épées à deux mains. Et lui, il n'avait pas envie que Mélenchon lui gueule dans les oreilles. Et il n'avait pas envie d'aller à la nuit debout ou que sais-je encore. Lui, il n'en avait rien à cirer de tout ça. Et encore une fois, il n'avait pas de vie sociale. Ou alors avec son club de jeux de rôle. Mais voilà, c'était le club de jeux de rôle
aller voir ensemble au cinéma plusieurs fois les... je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme bon film. Dark Crystal. Putain, ils ont pas fait de remake encore de Dark Crystal. Mais le jour où ils feront un remake de Dark Crystal, c'est que la fin se rapproche. Parce qu'ils iront même jusqu'à salir ce film. Et je dis peut-être des conneries, je crois qu'il y a une série en plus qui est sortie. Non, ils ont forcément sali Dark Crystal aussi. Donc voilà, le geek incel d'antan, il allait voir, voilà, c'est sa vie sociale, c'était le club de jeux de rôle. Et aller au cinéma, voir plusieurs fois Willow, Alien, ou enfin voilà, des trucs comme ça. Et regarder ensemble des enfin voilà, cinéma ou cassette VHS. Mais il était aucunement c'était un nobody quoi, c'était un personne, c'était un gars chelou. Alors que le Choufin, il est grotesque, mais il est pas chelou. Lui, le Choufin, il est très très bien socialisé. Il sait très bien à quel groupe il appartient. Il en est fier. Et il est militant. C'est ça qui est dingue. C'est que le geek incel, lui, il n'était pas militant. Enfin, de toute façon, vu qu'il était autiste et qu'il avait du mal à parler aux gens, ou alors quand il leur parlait, c'était pour leur... Voilà, c'est le délire de l'autiste qui rencontre quelqu'un qui lui adresse la parole et qui est pas méchant avec lui et qui se met à lui déballer pendant 1 heure l'histoire de l'Imperium de Warhammer 40 000 ou qui lui explique une bataille de la Seconde Guerre mondiale en long, en large et en travers. Il m'avait fait marrer Cro-Blanc l'autre fois quand il parlait des gens de droite et qui disait oui non mais c'est sûr, c'est pas très vendeur ni très séduisant. Des gars qui sont passionnés, des gars qui ont des collections de magazines sur les tanks. Et, ouais, j'étais mort de rire. Mais c'est vraiment ça. Enfin voilà, ça aussi, c'est du geek incel, le geek incel de droite, enfin d'extrême droite. Lui, moi, je pense qu'il a souvent la passion des tanks. En tout cas, le geek incel d'extrême droite, pré-Choufin, donc l'ancêtre du Choufin, et ben il est, j'espère qu'il cadre mieux ses vidéos que moi. Et le geek incel ancêtre du Choufin avait aucune vie sociale. Donc quand il avait une vie sociale avec des gens qui n'étaient pas d'autres geeks incel, je pense qu'elle était catastrophique et elle donnait lieu à des drames ferroviaires comme voilà, il y a une nana qui lui parle, qui lui fait un sourire et puis le gars il va lui parler du Seigneur des Anneaux, il va lui faire un tunnel sur tel personnage du Seigneur des Anneaux ou je sais pas, ou de Star Wars. Il va élaborer une thèse philosophique sur Obi-Wan Kenobi et puis voilà, les gens ils fuient assez, enfin ça peut se comprendre quoi. Il faut être un autiste aussi pour accepter ce genre de délire. Mais non, mais le Choufin moderne, lui, voilà, lui, il peut déjà, avec les réseaux sociaux, ils se sont reconnus entre Choufins, ils se sont assemblés. Tel Voltron, ils se sont assemblés pour former un être d'une puissance supérieure. Et donc ils ont une vie sociale très riche, très remplie, aussi bien en ligne qu'à l'extérieur. Et puis d'ailleurs, ils se rencontrent, ils se reproduisent entre eux. Voilà, en fait, ils ont rien à voir, quoi. Et je crois que, ce dont je me souviens du manifeste de Lina Bomber, qui parle de la sursocialisation ou de l'hypersocialisation des gauchistes militants et des gens qui se font avoir donc, par l'ingénierie sociale des pouvoirs en place en Occident. Et le Choufin, lui, il est complètement dans ce truc-là, quoi. Il est complètement dans ce truc-là. Et ouais, et il est athée. Alors que c'est ça, l'incel geek, lui, souvent c'était évidemment des profils un peu scientifiques, donc des gens qui sont pas forcément très réceptifs aux gnomes dans la forêt et aux médecins philippins
qui opère à main nue sans faire d'incision. Donc lui il disait oh là, oui, bon, tout ça, je sais pas trop. Hein. Mais alors que, enfin, mais il pouvait encore. Enfin, il y avait un gros doute, mais il n'y avait pas une négation catégorique. Tandis que chez le chou-fin moderne, la négation, enfin, il y a négation catégorique de toutes ces choses auxquelles il ne connaît rien. Et ça, je pense que, je sais pas si c'est un mouvement naturel, mais en tout cas, qui a peut-être été, si c'est un mouvement naturel, ça a peut-être été, enfin, ça a été identifié donc par l'ingénierie sociale Monsanto Pfizer des biotech, et qu'on jouait sur la carte geek de leurs influenceurs pour rameuter du public. Donc cœur de cible, c'est les 12-25 ans. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui font leurs études, ou qui viennent d'entrer dans la vie active, donc c'est des vecteurs d'idéologie et de désinformation absolument phénoménaux, puisque l'idéologie qu'ils sont en train de se construire quand ils sont au lycée, ils vont la garder un paquet de temps, et puis dans le monde du travail aussi, enfin voilà, après ça se calcifie assez rapidement. Et, donc 12-25 ans, c'est l'âge de la formation, donc voilà, c'est là où il faut désinformer les jeunes générations. Et puis les jeunes générations qui sont de toute façon consommatrices de contenu ludique. Et donc, comment il s'appelait ? Primum non nocere, je sais plus comment on dit. François... merde, comment il s'appelle ? Ah, c'est bien, j'oublie leur nom. François Morel, qui faisait ses Lego Star Wars. Les petits personnages. Bref, et donc oui, donc le gamin de 15 ans se dit ah ouais, quand je serai grand, je veux trop être comme Primum non nocere et je serai médecin et je jouerai au Lego Star Wars, trop bien. Bref, et je vais faire mes 3 doses. Bref, voilà. Je vais rentrer chez moi par la voie goudronnée. J'espère que ça vous a plu. Même si c'était, je pense, très décousu. C'était à la fois décousu et répétitif. C'est quand même fou. C'est-à-dire que j'ai dit la même chose pendant maintenant 66 minutes. Et pourtant c'était complètement décousu. Mais j'ai fait une bonne promenade, je me suis bien amusé. En racontant des insanités et des idioties. Mais le chou-fin moderne est une sale merde. Le chou-fin moderne, c'est vraiment... je comprends la haine de Pianizza vis-à-vis de ces individus, quoi. Et le chou-fin moderne est méprisable. Sursocialisé, qui consomme que de la chiasse, qui en plus milite pour des voies de garage et... qui milite pour... il participe à la destruction symbolique de causes qui sont très... je sais pas comment définir. Qui sont très réelles. Le chou-fin moderne participe à la souffrance du monde. Il l'encourage en fonçant dans les voies de garage qui ne permettent pas d'en sortir et qui sont en plus mises en place par les gens qu'il prétend combattre. Voilà, le chou-fin est une merde. Le chou-fin n'est même pas une bouse de vache, parce que la bouse de vache a quelque chose de noble. La bouse de vache, c'est pas sale. Parce que la vache est un animal noble qu'il faut respecter, et non pas qu'il ne faut pas contaminer volontairement pour ensuite en abattre les élevages. La vache est un animal noble, placide, généreux, et les Indiens ont très bien compris ça, c'est pour ça qu'elle est sacrée chez eux. Et voilà, ça c'est vraiment à mettre à leur crédit. Et la vache, donc c'est un bon animal gentil, qui mange de la bonne herbe, et qui fait des bonnes grosses crottes, mais c'est pas de la merde puante, c'est de la merde de bovidé, donc ça nourrit les champs. Et il y a même des gens qui font des rituels magiques avec. Justement, les Indiens, ils font un truc qui s'appelle l'Agni-Hotra. Alors je pense que c'est dans des configurations astrologiques. Non, je crois que c'est en plus, on peut le faire, c'est juste un jour de la semaine particulier.
Et ils font brûler de la bouse de vache séchée. Et voilà, apparemment ça dégage de très bonnes énergies alentour. Mais le chou-fin, lui, c'est une merde, mais c'est pas une bouse de vache, lui. Le chou-fin, c'est la merde toxique. C'est la merde toxique d'un monde nourri de junk food, de soda dégoûtant au sirop de maïs à fort taux de fructose et de produits culturels avariés, périmés, indigents. Donc le chou-fin, c'est la chiasse de ce monde. Enfin, c'est pas le seul, hein, mais il fait partie du courant de la coulée diarrhéique du monde moderne. Et il en extrait des pépites de caca, bien polies, qu'il va passer à l'océdar, qu'il va passer à la cire et qu'il va mettre sur ses étagères entre ses Funko Pops. Donc il y a absolument rien de... Il n'y a rien à sauver chez le chou-fin. Parce que même son énergie militante, c'est simplement parce qu'il se trouve en groupe. C'est simplement parce qu'on lui donne l'heure, parce qu'il y a une part du marché de la consommation de produits culturels qui a bien remarqué que le chou-fin, il allait claquer un max de thunes dans des coffrets de bière, dans des coffrets de chouf et des mauvais films. Et des jeux vidéo pourris et des poupées en plastique, voilà les Funko Pops. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. Donc quelque part le système lui donne l'heure et le chou-fin il est ravi. Donc c'est pour ça qu'il se sent pousser des ailes, ce gros porc. Avec sa grosse magalaxe. Il se sent pousser des ailes et il milite sur internet. Parfois même il se retrouve en groupe avec d'autres chou-fins. Bref. Voilà, moi ça me repose de regarder ces vaches. Je sais pas pour vous. Il y a plus d'intelligence dans toute cette vache qui rumine que dans toute la communauté pseudo-sceptique. Et dans tout le corps mystique des chou-fins. Voilà. Tous ces gens devraient se prosterner au sabot de ces nobles animaux. Et leur demander, les implorer de leur redonner le goût des aliments physiques ou culturels de qualité. Physiques ou esthétiques de qualité. Voilà. Après, toutes les vaches n'ont pas la chance de celle-ci. Mais la vache, à l'état, on va dire, usuel de la civilisation humaine, on n'est plus dedans. Bah, la vache, elle est dehors. On la met dans des beaux endroits. Elle consomme de bonnes choses, elle consomme de la bonne herbe, elle consomme de beaux paysages. Et le chou-fin devrait s'en inspirer. Les chou-fins devraient s'en inspirer. Mais bon, je continue à écouter Alexandre Astier. Un peu me chaud. Allez, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. À plus, bisous.